Bienvenue à Pradal Bourris. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Vous acceptez toujours notre invitation. On accepte le débat. Voilà, mais c'est très bien. Donc, Et merci d'initier des débats en ce moment où le grand public a besoin de débat. En tout cas, à chaque fois qu'on vous invite, vous répondez présent, et ça a été le cas aujourd'hui, y compris pour ce premier débat de rentrée Info en face économique. Donc je rappelle que vous êtes président de la commission e-gouvernement, e-gov, c'est ça, à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et membre de l'Alliance des économistes Istiqlalien. Avec vous, après tout d'abord, c'est la rentrée économique. Alors je ne sais pas si on parle de la recrudescence des cas Covid ou avec la rentrée, comment on arrive à combiner en fait les deux, parce que cette rentrée est essentiellement marquée par ça. On va ensuite aborder aussi le projet de loi de finances 2021 qui est en préparation, mais en amont il y a le plan de relance avec les 120 milliards de dirhams qui ont été annoncés. Donc on va voir un petit peu avec vous, un petit peu comment ça se passe, et puis le vivre avec aussi, à l'heure de la numérisation, de la digitalisation, de la signature électronique qui apparemment a été infectée par le Covid parce qu'on n'a toujours pas, et le vivre avec, voilà, global. Très d'abord sur cette rentrée. Comment vous la vivez-vous déjà personnellement? En tout cas, je la vis comme tous les Marocains. Avec beaucoup d'inquiétudes, pas beaucoup de visibilité et surtout avec des chiffres et des constats qui sont assez alarmants. Au niveau sanitaire? Au niveau sanitaire ou économique? Non, les deux. C'est-à-dire alarmant autant au niveau sanitaire, puisque pas plus tard que hier, on a encore annoncé sur les trains de 2000 cas. Au-delà de 2000 cas de contamination, avec un niveau de nombre de décès qui est quand même toujours autour des 25-30 à 40 par jour. Donc ça veut dire qu'on a déjà des chiffres alarmants au niveau sanitaire, on a des chiffres alarmants au niveau économique. Parce que ça va de pair, parce qu'en fait il y a une alchimie, si je puis dire, entre les deux. Je pense pas. L'alchimie, l'économique, c'est un cumul de beaucoup de choses, beaucoup d'événements, de beaucoup d'interférences avec d'autres problématiques. Mais il n'y a pas que le côté sanitaire qui influe sur le côté. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui... Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est Rachid, c'est surtout les chiffres alarmants de notre économie. On a eu déjà une croissance de 0,1% sur le premier trimestre. On a eu une contraction de l'activité sur le deuxième trimestre de 13%. Là, on attend les chiffres du troisième. Le troisième qui ne doit pas être bon. Le troisième trimestre, on prévoit aussi une contraction qui serait de l'ordre de 10%. Donc ça veut dire qu'on est sur un trend quand même qui n'est pas terrible. La perte d'emploi, je veux dire. On va aussi en parler. On ne peut pas parler de la perte d'emploi qui aujourd'hui. Les chiffres qui nous sont annoncés, en tout cas pour le rappeler, on parle de 580 600 000 emplois détruits, net. Net avec une grosse partie sur le est-ce qu'on peut faire une lecture économique, vous avez raison, de toute façon c'est un débat économique avec vous, après la reprise, en faisant fi de la situation sanitaire qui se dégrade depuis le mois d'août, essentiellement, parce qu'effectivement si on est sur un train de 2000 nouveaux cas jour aujourd'hui, et malheureusement aussi sur un train de, vous l'avez dit, 20, 25 ou 30 décès jours, mais tout ça, on ne l'a pas découvert depuis hier ou avant-hier, c'est une propagation du virus à grande échelle depuis le mois d'août. Et j'ai l'impression qu'en fait on a attendu la rentrée économique pour se dire, voilà, la rentrée va être difficile, parce que le Covid est en train d'exploser. Non, moi je répète, honnêtement, que la dégradation sanitaire, elle a ses facteurs et ses raisons qui sont probablement plus dans un problème social, sur un problème de mobilité, sur un problème je dirais, de prise de conscience de la part des citoyens marocains. Ça, c'est pour moi la dégradation, il trouve sa source. C'est pas un déconfinement qui a été loupé. Le déconfinement, de toute façon, c'est Rachid. On n'a qu'à voir ce qui se passe au-dessus. Le Maroc ne fait pas exception. Et les pays ont essayé toutes les formules. Il n'y a personne qui a trouvé la formule magique qui peut le préserver. Il n'y a pas un seul pays. On voit bien que de l'autre côté de la Méditerranée, en France, en Espagne, les cas sont en train d'augmenter. Ils ont essayé des confinements partiels. Ils ont de moins en moins de décès. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de mortalité qui est en baisse. En même temps, alors que nous, on a un nombre de cas qui est en hausse. La qui est en baisse, c'est probablement par rapport à la structure sanitaire, qui est peut-être meilleure, et ça, on n'apprend rien aux auditeurs. Donc notre système de santé a été mis à nu avec cette pandémie, et donc par conséquent, on a aujourd'hui mis le doigt sur les défaillances de ce système. Sachant que ces pays-là, de l'autre côté de la Méditerranée, d'ailleurs, avec qui nous commerçons beaucoup, c'est-à-dire la France ou l'Espagne ou l'Italie, c'était surtout les pays du sud de l'Europe qui ont été le plus touchés par le Covid. C'est les pays qui ont accueilli des touristes tout cet été. Que ce soit la France, que ce soit l'Espagne ou que ce soit l'Italie. Nous, on a fermé nos frontières. Et en même temps, on a explosion des cas de Covid et on a explosion des cas de décès.
Et en même temps, eux, ils ont relancé leur activité économique. Nous, elle a été partiellement... il y a eu un redémarrage extrêmement difficile de l'activité. Donc je me dis, est-ce qu'ils ont été meilleurs que nous pour accompagner le déconfinement et la reprise d'activité? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que entre le sanitaire, on dit qu'il faut vivre avec le virus. Il faut agréger plusieurs choses en même temps. Je pense que vous avez évoqué le problème de l'ouverture des frontières, qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait ouvrir ou pas ouvrir? En tout cas, les pays qui ont ouvert ont connu une reconnaissance des cas. Et ceux qui sont restés fermés comme nous aussi. Ils ont eu une reconnaissance. Quelque part, je pense qu'il y a, pour moi, c'est une agrégation de plusieurs choses. Certes, qu'il ne faut pas qu'on reste, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas rester fermé au monde. Il faut qu'on s'ouvre. On a décidé d'ailleurs de le faire. Il y a un assouplissement cette semaine sur demande de la CGM pour pouvoir permettre à des étrangers de venir au Maroc. Il y a eu en même temps... Des hommes d'affaires ou des touristes aussi, parce que c'est pas très clair dans le communiqué. Ce qui concerne la CGM, c'était la demande par rapport aux hommes d'affaires. Juste après, il y a une autre annonce du ministère des Affaires étrangères qui a annoncé que les étrangers qui disposent d'une réservation au Maroc peuvent venir aussi. Donc ça veut dire qu'on a ouvert les choses. Donc ça veut dire qu'on s'oriente vers une ouverture des frontières, peut-être en douceur, parce que... C'est bon pour le business, hein, pour bien vous. sûr, c'est bon. Par rapport à la reprise d'activité, il y aura des... Bien sûr, c'est bon pour le business. Parce que dans votre introduction, vous avez parlé il faut qu'on vive avec ça. On ne peut pas rester... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, en tout cas, les décideurs publics et pouvoirs publics ont du mal à intégrer le fait qu'il faut vivre avec ça et qu'il faut créer les conditions du coup de vivre avec le virus donc parce que sur la rentrée économique aujourd'hui, moi j'ai rien vu de particulier de la part des pouvoirs publics. Bon, il y a eu un point de presse au niveau de l'organisation patronalière, mais ça reste très timide, comme s'il n'y avait pas de rentrée du secteur privé. Non, le secteur privé, vous l'avez rappelé, a tenu, en tout cas notre confédération a tenu plusieurs réunions en interne avec les fédérations, avec les commissions, avec notre groupe parlementaire, avec les régions. Il y a eu effectivement une conférence de presse qui est venue hier pour annoncer un peu quelles sont les recommandations de notre confédération. On va en parler là aussi. On aurait souhaité peut-être qu'il y ait d'autres organisations qui rentrent sur le champ du débat pour qu'on puisse alimenter et challenger un peu les choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour revenir à cette histoire de dire est-ce qu'on va vivre avec ou on ne doit pas vivre, nous devons vivre avec. Nous n'avons pas le choix, et c'est illusoire de penser que nous allons reprendre une vie normale, aussi bien sociale qu'économique. Socialement, parce qu'on doit vivre avec la distanciation et avec les gestes barrières jusqu'au moment où on aura un vaccin et qu'on pourra nous préserver, espérant qu'il ne tarde pas à venir. Et économiquement, nous devons vivre avec cette pandémie pour pouvoir reprendre une... Sauf que vivre avec cette pandémie, après d'avoir fait, s'il y a des bruits de couloir, donc des bruits de bottes, alors info, intox, j'en sais rien, rumeur ou information demain, je n'en sais rien, d'un reconfinement de Casablanca, qui est le poumon économique du pays, c'est 32% du PIB, c'est 20% de la population globale. Donc il n'y a rien d'annoncé officiellement. S'il devait y avoir reconfinement de Casablanca, parce que vous avez vu que sur la recrudescence des nouveaux cas Covid, entre 40 et 42% sont casablancais, les cas Covid+. Est-ce que l'impact économique, est-ce que là, si effectivement... Personnellement, Rachid, moi je ne peux pas juger la décision de confinement, parce que je pense que ceux qui vont prendre cette décision auront toutes les raisons pour la prendre. Maintenant, ce que nous demandons en tant qu'opérateur économique, c'est que toute décision qui doit être prise doit être d'abord... on doit bien communiquer avec les opérateurs et on doit avoir le temps de réagir aux décisions. Nous respectons les décisions des autorités. La seule chose, c'est que vous voyez bien qu'on a des décisions qui arrivent à 22h le soir et on ne peut pas continuer de vivre comme ça. Donc, pour moi, en tout cas, à titre personnel, j'estime que les décisions sont souveraines. Maintenant, communiquons, partageons, travaillons en concertation avec l'ensemble des acteurs, qui soient la société civile, le monde des affaires, pour que ces décisions soient bien appliquées et qu'elles ne soient pas, je dirais, néfastes et qu'elles aggravent la situation. Or, on a l'impression que... Un reconfinement de Casablanca éventuel, une fois de plus, il n'y a pas d'annonce officielle qui a été faite dans ce sens, c'est des rumeurs qui circulent depuis l'aggravation et la montée en charge des cas de Covid+, depuis quelques jours. Est-ce que ça pourrait porter... avoir l'impact très négatif sur l'économie et sur la reprise d'activité, la relance. Mais on peut pas dire le contraire. Le confinement a impacté économiquement. Notre ministre des Finances a annoncé que le confinement du mois de mars a coûté 1 milliard par jour à notre économie. Donc, quelque part... au bout du compte, pratiquement 6 donc, milliards. Vous confinez Casablanca, vous perdez le prorata du milliard par jour. Donc, c'est mécanique. Donc, quelque part, si la décision de confiner Casablanca, il y aura un impact. Maintenant, essayons tout simplement de travailler intelligemment
pour confiner tout en laissant une vie économique pour permettre aux opérateurs de maintenir une activité économique, de maintenir l'emploi. Parce que là, Rachid, il faut qu'on rappelle qu'on est aujourd'hui, les chiffres qui nous ont annoncés, nous sommes sur quelque chose de 600 000 pertes d'emploi à ce jour. Avec un chômage qui devrait faire un bond de 10 à 14%. Très alarmant. Et les mesures qui ont été prises, vous avez fait référence à ce fameux communiqué de dimanche soir, donc la suspension de la rentrée scolaire, le retour, la fermeture des commerces et restaurants en fait, qui ferment beaucoup plus tôt, le retour aussi de l'état d'urgence sanitaire, bref, toutes les mesures qui ont été prises et opérationnelles depuis lundi midi, est-ce qu'elles ont un impact économique aussi visible? Bien sûr, immédiat. Il est immédiat. À partir du moment où vous décidez que votre journée s'arrête à 21h ou à 22h, donc forcément, parce que les activités n'ont pas d'heure. Ça, c'est pour les activités, tout ce qui est lié à la restauration, commerce, activités de service. Vous avez d'autres activités qui fonctionnent H24 et qui ont besoin de fonctionner H24. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui limiter l'activité économique à certaines plages horaires et dire que les choses ne vont pas changer. Forcément, on va être impacté, l'économie va être impactée. Mais en tout cas, c'est nécessaire de le faire d'un point de vue sanitaire, a priori, aux yeux des autorités si et des pouvoirs publics. C'est Rachid, ça doit se faire dans la concertation et avec un plan de communication. Pour moi, c'est très important. Il y a 2 jours, il y a eu une réunion de crise sanitaire qui s'est déroulée à Casablanca, à la Wilaya. Et j'ai pas vu d'opérateur économique, j'ai pas vu de représentant en tout cas du monde des affaires. Et ça m'a surpris. Il y avait le ministre de la Santé, ce qui est normal. Il y avait Moulay Alani, ministre de l'Industrie. Il y avait d'autres, le président de la Fédération des cliniques. Bref, tout ça, j'ai pas vu d'opérateur économique, de représentant du monde des affaires. Ça m'a un peu surpris. Est-ce que je suis surpris? Surpris ou pas? Ça rejoint ce que je dis. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les choses soient faites dans la concertation. Voilà, moi je sais que certaines organisations professionnelles sont consultées, mais est-ce qu'elles en font partie ou pas? Mais en tout cas, ce que je recommande et ce que je propose, c'est que toutes les décisions sont souveraines. La seule chose, il faut qu'elles soient concertées et qu'elles soient surtout qu'on puisse communiquer suffisamment et permettre aux opérateurs et aux acteurs économiques de s'y faire. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'en fait la priorité pour les pouvoirs publics aujourd'hui, au niveau de Casablanca, c'est beaucoup plus le sanitaire, la santé que l'économie. Forcément. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes conscients que la gouvernance, elle se fait sur un volet sanitaire, au détriment de l'économique. Et donc, on peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il faut aujourd'hui que les choses se fassent en concertation. En concertation, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a quelques mois, vous devez vous en souvenir aussi, vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, vous, hein? Bien sûr. Beaucoup. Il y a 2 mois et demi, il y avait ceux qui demandaient à ce qu'ils préféraient être infectés par le virus, mais pouvoir retravailler, plutôt que l'inverse. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec, Casablanca, c'est 53 ou 54% de la production nationale, 32% du PIB. On se dit, en fait, difficile d'assurer une reprise d'activité qu'on a loupée, économique, parce que le Covid, en fait, il n'a pas été bien géré. Cette remarque m'interpelle, c'est Rachid, parce que ça veut dire que quelque part, le citoyen marocain est très affecté par cette pandémie. Parce que quand quelqu'un vous dit « je préfère être infecté » choper le virus et garder mon job, contaminé, ça veut dire que quelque part, il y a une problématique, un réel problème par rapport aux revenus de cette personne, de ce citoyen. Et c'est là où, aujourd'hui, les choses commencent à devenir compliquées, parce que autant au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, jusqu'à fin juin, on a eu cette injection et ce soutien des ménages par le RAMED, par la CNSS, toutes les décisions du CVE, supportées financièrement par l'État. Bien sûr. Parce que les entreprises et les ménages... Voilà, supportés par l'État, supportés aussi par il ne faut pas oublier, il y a quand même un fonds, il y a un élan de solidarité, dans ce fonds qui a quand même constitué 33 milliards de dirhams, c'est pas rien, et qui a servi à faire face à ce soutien qui a été mis en place par l'État, et on se réjouit. La seule chose, c'est que tous ces mécanismes, aujourd'hui, arrivent à leur terme. Le seul que vous avez vu qui va continuer, c'est le soutien des secteurs qui sont à la... Il y a eu un projet de loi qui a été discuté hier à Rabat, c'est ça? Voilà. Pour prolonger l'indemnité Covid. Uniquement certains secteurs, certains secteurs, dans le tourisme, les sociétés de location de voitures, donc un certain nombre de secteurs, l'événementiel et tout ce qui s'ensuit. Donc quelque part, on voit bien que les mécanismes de soutien sont arrivés à leur fin, en tout cas au niveau social. On s'oriente vers le soutien des entreprises,
Donc c'est le sujet de la relance, que Oui, vous avez appelé la complètement. relance. Donc ce plan de relance qui tarde à être mis en œuvre. On est aujourd'hui, on est le 10 septembre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la date où ça a été annoncé hier, il y a une reconduite de l'état d'urgence sanitaire au 10 octobre, et à mon avis, ça va continuer. Et aujourd'hui, au 10 septembre, rentrée économique, par définition, après le Boris, on n'a rien au niveau du plan de relance économique. Est-ce que c'est normal? Non, alors moi je ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Ce que je peux dire à la suite, c'est que le plan de relance, il a été mis en place. Oui. On peut le contester. On peut contester Que 120, c'est pas suffisant. voilà, les 120 milliards, est-ce qu'il fallait 150 milliards, est-ce qu'il fallait 200 milliards, en tout cas, on peut contester. Soit. Aujourd'hui, ce que je regrette, en tout cas à titre personnel, c'est la mise en œuvre de ce plan de relance. Quand on voit les chiffres hier, au 9 septembre, on nous annonce dans la presse, il y a à peine 22 milliards qui ont été accordés dans le cadre du plan Daman Relance. 22 milliards. On nous annonce 120 milliards. Donc on voit bien qu'en 2 mois... 22 milliards et donc 15 000 ou 16 000 entreprises bénéficiaires. Dans 2 milliards qui ont été octroyés à peu près 10 000 TPE qui font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, et les 20 milliards sont octroyés à peu près à 4 500 entreprises qui font plus de 10 millions de dirhams. Donc on voit bien qu'il y a un ralentissement dans la mise en œuvre. Donc ça veut dire, c'est là où il faut qu'il y ait une prise de conscience par nos gouvernants pour accélérer. Alors il y a les gouvernants, il y a les banques qui doivent aussi jouer le jeu. Quel jeu? Le jeu pour faciliter les choses. Parce que vous avez 3 intervenants dans le plan relance. Vous avez l'État, à travers la CCG. Oui. Vous Ça, avez, c'est pour les crédits garantis. Voilà. Vous avez les banques, le secteur bancaire, et vous avez le 3e acteur, c'est les bénéficiaires, c'est-à-dire les entreprises. Donc, c'est les 3 qui sont là. Donc, à ces 3 acteurs, il faut que la mécanique soit fluide. Or, en tout cas, compte tenu des chiffres qui sont annoncés, on s'aperçoit que 2 mois après l'annonce du plan Daman Relance, on est à peine à 22 milliards. Or, on a besoin d'injecter. Le Maroc ne peut pas échapper massivement, sans faire tourner la planche à billets, ce que disait le Wali de la Banque centrale. De toute façon, le Maroc ne peut pas échapper à ce qui s'est passé sous d'autres cieux, c'est-à-dire un endettement massif. Avant d'injecter massivement, il faudra... Il ne peut pas y avoir de plan de relance massif s'il n'y a pas d'endettement massif. Voilà, il faut s'endetter massivement. Est-ce que ça peut se faire, on va y revenir là-dessus, mais est-ce que ça peut se faire alors qu'aujourd'hui les banques, vous avez vu les chiffres au niveau des banques, parce qu'on annonce un taux d'NPI de 130 milliards de dirhams à fin 2020. C'est-à-dire, c'est multiplié par 2 fois supérieur à 2019. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est-à-dire que les créances irrécupérables, douteuses, sont en train de se démultiplier au niveau du secteur bancaire, avec la prime de risque qui augmente aussi. Est-ce que du coup, les banques aussi, on a besoin d'avoir des banques solides pour nous accompagner, pour financer l'économie nationale? Elles se retrouvent aujourd'hui quelque peu en difficulté, puisqu'il y avait un taux de projection de 10%, de 10 points, ils vont passer à 14. Il est certain que nous ne pouvons pas fragiliser notre secteur bancaire. Est-ce que c'est pas l'enjeu du moment? D'où le rôle de l'État, puisque les opérateurs, ou disons les entreprises qui vont bénéficier de ces crédits bancaires sont dans une situation un peu alarmante et catastrophique. Donc par conséquent, les banques ont besoin d'un appui de l'État, et c'est pour ça qu'on a mis 75 milliards dans les 120 milliards. Vous savez que dans les 120 milliards, il y a 75 milliards de crédit garanti par la CCG. Et ensuite, les 45 milliards, c'est un tiers qui est donné par l'État et 2 tiers par les entreprises, par le secteur privé. Donc ça veut dire que quelque part aujourd'hui, on a besoin d'un appui, d'un soutien de l'État au secteur bancaire. Et indirectement... Après, quel type de soutien en fait? Parce que la Banque centrale a baissé le taux, donc ce qu'elle prête aujourd'hui aux banques est à un prix beaucoup plus avantageux que ça ne l'était. Donc je me dis, c'est quoi? Est-ce qu'il faut réduire encore plus le taux directeur, rendre moins cher l'argent qui est Moi je dis qu'aujourd'hui, personnellement, on n'a pas besoin de réduire. Aujourd'hui, on a besoin d'accélérer les process de mise en œuvre. C'est ça le plus important. Alors c'est intéressant. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on essaie d'avoir une vision à la japonaise? Le Japon, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est la Banque centrale qui prêtait directement aux entreprises et ne passait pas par les circuits bancaires pour ne pas ralentir le process. Est-ce que ça peut être inspirant ou pas pour vous? Ça peut être inspirant. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un texte de loi. On a la Banque Maghreb, qui est, je dirais, l'institution suprême. Aujourd'hui, elle a ses statuts, elle a ses prérogatives. Et donc, si nous devons changer les prérogatives de Banque Maghreb, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, gardons, je pense qu'il faut qu'on travaille à un périmètre constant au niveau juridique et qu'on essaye d'avancer. Donc, mais quand je dis accélérer, je pense honnêtement que c'est tout simplement de pouvoir mettre en place une commission de veille pour savoir chaque semaine. On avait ça, on avait le CVE, le comité de veille. Est-ce qu'il faut le réactiver? Pourquoi Parce que d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi pas? J'ai pas compris pourquoi ils l'ont arrêté.
où ils ont plus ou moins suspendu le comité de veille économique. Vous savez qu'il y avait le CVE au niveau national, et ils l'ont régionalisé ensuite. Même au niveau régional, oui, pour qu'on puisse prendre des décisions à l'échelle locale et qu'on puisse être plus percutant sur les solutions. Malheureusement, cette mécanique ne fonctionne pas, en tout cas à ma connaissance. Elle a fonctionné une fois, il y a eu 1 ou 2 réunions maximum. Voilà. En tout cas, cette mécanique ne fonctionne pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis, annoncer des choses, c'est bien, mais il faut la mise en œuvre. C'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui dans notre pays. Tout à l'heure, on est passé sur le volet sanitaire, Rachid. Le volet sanitaire, quand on voit ce qui s'est passé sur les respirateurs qui ne sont pas arrivés sur le marché, c'est tout simplement un problème de procédure, c'est un problème de lourdeur administrative. Chakib Lalé, j'ai appelé d'ailleurs à saigner un petit peu tout ce qui est lourdeur administrative, informelle, profiter de ce temps Covid pour le faire. Effectivement, l'annonce de Chakib Lalé au niveau de la conférence de presse, où il a demandé un peu plus de rigueur, de célérité. Et je pense que nous avons besoin de ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons, vous savez, pendant très longtemps, on était focalisé uniquement sur les aspects budgétaires. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers le non budgétaire. Et je suis certain que sur les non budgétaires, en étant très attentif à la mise en œuvre, en accélérant les process, en simplifiant les procédures, et on va pouvoir permettre d'améliorer de quelques points. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je dis on peut améliorer de quelques points notre compétitivité. Ce qu'on paye du coup très cher, là, au niveau sanitaire, c'est notre écosystème sanitaire qui est défaillant, donc on le paye très cher au niveau du Covid. Et au niveau économique, ce qu'on paye très cher, c'est qu'on n'a pas réussi, et qu'on ne l'a jamais fait, on l'a dit, mais on ne l'a jamais fait, à réformer l'administration et à digitaliser et numériser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve même, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou économique, prisonnier en fait des réformes qu'on n'a jamais menées. Non, alors c'est un peu ça aussi. Mais bien sûr. Alors, sur ce sujet, puisque je préside la commission IGOV, et je voudrais juste rappeler un peu tout le plan d'action que nous avons mis en place. Ce que nous avons préconisé au niveau de la CGM, c'est ce qu'on a appelé un choc de simplification au niveau des procédures. Et ce choc de simplification ne peut pas passer sans la digitalisation, sans la numérisation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris beaucoup de retard. Le Maroc a pris beaucoup de retard sur la digitalisation et la dématérialisation. Alors qu'on était en avance en 2000. Voilà, on a pris beaucoup de retard. Grâce au Covid et à la pandémie, nous avons rattrapé un peu le retard. Sauf que là, il y a un essoufflement. Sauf que là, on a rattrapé le retard. Quand vous dites essoufflement, relâchement. Pardon ? Relâchement. Je pense qu'il y a un relâchement. Relâchement qui est intervenu au mois de juin. Oui, moi, à mon avis. Bizarrement. Donc, il y a alors, les pouvoirs publics disent qu'il y a un relâchement des citoyens et du citoyen et de la population. Ce qui est à l'origine de. On a commencé, on a accéléré le process par ce qu'on a appelé des bureaux d'ordre digital. Au niveau digital, disons. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons voir, c'est peut-être la dématérialisation, la digitalisation des procédures. Et là, je salue quand même le ministère de l'Intérieur, à travers le Wali ici, Khalid Safir, qui avait mis une circulaire le 19 mai et qui avait donné des instructions pour l'accélération de ce process sur des plateformes comme Rokhas, comme Shikaya, comme un certain nombre de choses. Et donc, nous devons voir ces choses se multiplier. Nous avons la douane qui a fait un pas énorme. Si le directeur général, c'est Nabil Khdar, a fait un pas de géant pendant la période de Covid. La direction générale des impôts qui a fait des avancées. Oui. Donc, il faut qu'il y ait, pour moi, une synergie de l'ensemble des administrations pour qu'on puisse arriver à cette dématérialisation. Pourquoi il y a eu ce relâchement en juin? Ce qui est marrant, on a l'impression que tout le Maroc s'est relâché en juin. Alors que c'était la reprise d'activité, et aujourd'hui, chacun pleure dans son coin, y compris moi d'ailleurs, en me disant peut-être que Casablanca va être reconfiné, la crise économique aujourd'hui, elle est bien réelle, avec la crise sociale. C'est ça que je trouve ça déplorable. Le relâchement, d'abord, il est dû d'abord à, comme vous l'avez dit, à de l'inquiétude, à un manque de visibilité, et puis les gens étaient à bout quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons vécu quand même 2 mois ou 3 mois de je dirais, confinement strict, et donc ça nous a impacté. Donc à partir du moment où on a retrouvé une vie plus ou moins normale, et parce que on est avec les gestes barrières et la distanciation, on n'est pas dans une situation de normalité. Donc là, il y a un relâchement. Mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est qu'on essaye de booster un peu les procédures administratives. Moi, je reste confiant parce que j'ai rencontré beaucoup d'acteurs dans ce volet de numérisation digitale, notamment l'ADD, donc l'agence qui est en charge de ça, développement du digital. Voilà, qui nous a présenté son plan d'action sur les années à venir. Sur PowerPoint.
Non, non, pas du tout. Pas Parce que sur justement, PowerPoint. parce que Non, vous savez non, qu'on a, non, voilà, non, parce que moi je me méfie aujourd'hui maintenant des PowerPoint et les super méga présentations, et après les actions, on les voit pas trop. non, non, non. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience et nous savons qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une administration qui soit au service du citoyen et des entreprises à travers la digitalisation. Parce que on ne peut pas. Ce qui apporte transparence et qui permet de lutter Bien contre sûr, contre l'information. Je voulais revenir avec vous simplement sur on a dit loi de finances rectificative, ça c'était en juillet, hein, là c'est le plan de relance, les fameux 120 milliards qu'il va falloir revenir sur les marchés internationaux pour emprunter. Je crois que Mohamed Medjaboun s'est engagé, en fait il a fait cette annonce C'est pas qu'il s'est engagé. Je rappelle. Cet été il a dit voilà, c'est 20 milliards d'endettement sur les marchés internationaux. En 2020, Oui. si Monsieur le ministre des Finances a fait adopter un décret pour lui permettre de pouvoir dépasser le plafond. le plafond Il a relevé le plafond, qui était en fait. fixé, a relevé le plafond de la dette extérieure. Ça a été acté au niveau législatif, sauf que effectivement, depuis le mois de mai à aujourd'hui, nous sommes toujours en attente. On nous a dit qu'il y aura une sortie pour lever 2 milliards de dollars sur le marché. Ouais. Bon, entre-temps, je pense qu'on n'est pas resté le bras croisé, le gouvernement n'est pas resté le bras croisé. On a bien vu beaucoup de fonds et beaucoup d'institutions comme la Bird, comme un certain nombre de banques internationales qui nous ont déjà injecté. Qui ont débloqué des sous. Voilà. Certainement le FMI des d'ailleurs. 700 millions d'euros, des 500 millions d'euros, et ainsi de suite. On a déclenché aussi la ligne de précaution, donc, Oui. qui est quand même importante. Ça c'était au mois d'avril dernier. Voilà. Et on part d'une nouvelle ligne de précaution On d'ici part la fin de d'une l'année. Ouais. Donc ça veut dire qu'on Ça est pas c'est que seulement de l'endettement. la seule chose- Ça c'est que de l'endettement. Oui, Ça oui, c'est pas on n'a pas le choix. c'est pas l'argent qui va renflouer les caisses de l'État et qui va. Ouais. Le Maroc Ouais. n'a pas le choix, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il Ouais. ne fera pas exception de tous les autres pays où il y a eu un endettement massif. Donc aujourd'hui, on doit avoir un endettement massif pour sauver notre économie. On ne peut pas échapper. Et sachant qu'on a la chance Oui. d'avoir un taux d'endettement où on avait encore de la marge de manœuvre. Donc on avait une marge de manœuvre quand même par rapport à d'autres pays. Oui, Par rapport à d'autres pays. Ouais. Donc, Mais là ça veut dire de toute façon on va être à quoi? Plus entre 95 et 100% du PIB. à mon avis, on sera à 100%. 100% d'ici la fin de l'année. Voilà. Et c'est pas, je dirais, c'est pas une tare. Ah non, si on est prêt à rembourser, qu'on est capable de rembourser. Est-ce qu'on sera capable de rembourser? Mais bien sûr, on a. Donc on va faire quoi pour rembourser? On a d'abord une capacité. Je pense qu'on a une économie qui est quand même bien structurée, qui est saine. Avant la pandémie, on avait des bons indicateurs. Alors, Macro. Voilà. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas eu de chance. On n'a pas eu de chance, c'est qu'on a aussi des campagnes agricoles qui nous ont pas aidés. C'est vrai que 2 années de sécheresse, a priori, ça peut être la troisième là, consécutive. Quand on voit qu'il y a un recul, je dirais, du secteur PIB agricole, pratiquement de 5%, et, sachant que l'année dernière déjà on a eu un recul de 6,2%, on a eu une campagne céréalière de 30 millions de quintaux, c'est Rachid. C'est-à-dire 62% au moins par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ça, c'est énorme. Donc quelque part, nous n'avons pas été aidés aussi par le ciel, et c'est dommage parce Il y a que le Covid et le ciel. voilà, Il est déjà dedans. donc cette pandémie Vous dites, parce que j'ai bien retenu, de toute façon, il faudra pour vous, c'est une conviction, une certitude aujourd'hui, parce qu'avec le Covid, on a plein d'incertitudes. Mais en tout cas, au niveau économique et financier, vous avez, vous, la certitude qu'il faudra recourir à un endettement massif pour pouvoir relancer notre économie. Mais ça veut dire qu'on va s'endetter massivement, ça on le sait, mais pour combien de temps? Parce que je me dis, est-ce qu'on part sur un horizon? Aujourd'hui, l'horizon d'endettement, c'est des 30 ans, je dirais. D'accord. Il y a pas, c'est des 20-30 ans, c'est usuel dans ce type de. Vous savez, vous avez beau agréger un certain nombre de mécanismes de finances publiques, d'emprunts obligataires, des financements de crédits croisés, bancaires, vous pouvez agréger ce que vous voulez. Mais vous arrivez à un moment donné, vous ne pouvez pas échapper à aller chercher de la dette au niveau international. Et on ne peut pas échapper non plus au fait de rehausser la pression fiscale et d'augmenter les impôts. Non, je pense pas. Je pense que pour rembourser en partie ce qu'on a. Sur le volet fiscal, d'abord. Parce que ça sera pas très bon au niveau fiscal. Augmenter la pression fiscale, encore faut-il avoir du résultat pour payer. Donc aujourd'hui, les entreprises, ils sont plus à la recherche d'un équilibre financier et d'exploitation avant de dégager du résultat. Aujourd'hui, on cherche juste d'abord à... L'augmentation des impôts, la pression fiscale, je ne parle pas tout de suite, moi je parle d'ici les 2, 3, 4 prochaines années. Ça veut dire qu'au risque d'avoir aussi une hausse de la pression fiscale. Vous savez, pour les entreprises et pour les ménages. C'est normal. Pour rembourser. Je dis c'est normal parce que nous sommes d'abord sur le point de mettre en place un nouveau modèle de développement économique. Et quand on dit un modèle de développement économique, forcément, je ne suis pas dans les secrets de la commission qui travaille sur ça, mais forcément, il y aura probablement de l'ingénierie fiscale qui va accompagner ce modèle de développement économique. Et donc forcément, il y aura des impôts qui vont augmenter et des impôts qui vont baisser. Et des nouveaux impôts aussi. Et
peut-être pas. De nouveaux impôts, hein. Pourquoi pas? On peut imaginer une fiscalité numérique. Bon, on peut facilement. Taxer les GAFA, par exemple, est-ce qu'on pourrait se le permettre? Moi, ça me dérange pas. Je sais pas, taxer mais en les tout cas, GAFA. en tout cas, il On va faudra avoir de une nouveaux fiscalité verte qui va voir le jour aujourd'hui. Quand on parlait de ça, justement, on parlait de Chakib Lalouche, le président de la CGM, qui a fait donc ce point de presse avec Mehdi Taizi, il y a eu du présentiel et du distanciel, visioconférence. Et au niveau fiscal, parce que vous êtes un expert en fiscalité, c'est la personne que j'ai en face de moi. Vous n'êtes pas que le président de la commission IGOV et expert comptable, commissaire aux comptes et membre de l'Alliance des économistes israéliens, vous êtes un expert en fiscalité. Dans la situation dans laquelle nous sommes, lorsque Chakib Lalouche, en tant que président de la CGM, souhaiterait que la pression fiscale qui pèse aujourd'hui sur la production bascule sur la consommation. Ça m'a interpellé, moi. C'est-à-dire taxer beaucoup plus, soulager un petit peu, en tout cas taxer moins la production. Alors, et taxer plus la consommation. Ça m'a surpris, ça. Non, d'abord, je rappelle, oui. cet état de fait était déjà annoncé au niveau des assises de la fiscalité. On avait déjà, à ce moment-là, constaté qu'effectivement, qu'il fallait une réforme. Parce que quand on dit taxer la consommation, c'est aller vers la TVA, c'est vers une réforme de la TVA. C'est l'impôt principal qui taxe. Et revoir le nombre de taux, voilà, voilà. Et d'aller vers probablement une cohérence des taux, parce qu'on a aujourd'hui plusieurs taux. Mais ceci étant, on n'a pas le choix que d'aller vers deux leviers. Le levier d'une fiscalité de la consommation et le levier d'une fiscalité de la production, disons, au niveau corporate et au niveau des entreprises. Et là, il faut qu'on soit ingénieux. C'est là où je dis... Est-ce que ça peut être cohérent, ça? Parce qu'il fait cette annonce, personne ne l'a relevé. En fait, moi, en préparant la venue d'Abroulé, j'ai vu ça, je me dis, vu que j'ai un fiscaliste de renom, un des meilleurs du pays, je vais lui poser la question. C'est-à-dire taxer la consommation plus que la production. Pas taxer plus. C'est pas taxer faire plus. Glisser, en fait. Voilà, c'est un pas glissement. Taxer plus. Ouais. C'est pas taxer plus, c'est de... En tout cas, c'est taxer moins la production. Voilà, c'est taxer moins la production. Ouais. Aider les entreprises pour qu'ils puissent produire plus et permettre aux consommateurs qu'ils puissent pouvoir consommer plus. C'est ça la mécanique qu'il faut trouver. Donc pour aider le consommateur, on a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est d'améliorer son revenu d'une manière directe. Le deuxième levier, c'est de pouvoir baisser un peu la fiscalité qui pèse sur la consommation pour lui permettre d'accéder. Donc on peut imaginer la TVA, on peut imaginer la TIC, travailler sur la TIC qui touche aussi la consommation. Tout ça, ça a été des recommandations. Voilà. C'est une manière, travailler sur l'impôt sur le revenu, c'est une manière, aménager l'impôt sur le revenu, c'est une manière aussi d'améliorer la demande. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez dit. Quand j'étais habité chez vous au mois de mars, au début de la pandémie, c'était le 19 mars exactement. Très bonne mémoire, et c'était un jeudi. Voilà. Donc on était à la veille du 20 mars où on avait décidé le confinement. Donc j'espère que votre venue n'a pas coïncidé avec l'annonce d'un confinement de Casablanca demain. Voilà. J'espère que ce ne sera pas vrai. Et j'avais déjà dit à l'époque que cette crise, et j'apprends rien aux auditeurs, que c'est une crise qui touche l'offre et la demande. Je pense que c'est ça la mécanique. Jusqu'à présent, les économistes ont plus travaillé sur des situations de crise de l'offre. On a pu travailler des fois sur la situation de crise de la demande. Aujourd'hui, nous devons travailler sur une crise de l'offre et de la demande. Et donc, par conséquent, nous devons permettre à notre économie de pouvoir réagir rapidement. Parce que le plus inquiétant, c'est la perte d'emploi. Quand je vois un taux de chômage aujourd'hui, un taux de chômage qui avoisine les 13%. Qui pourrait finir à 14% à la fin. Voilà, et qui va terminer peut-être à 14%. Quand on voit le nombre de défaillances d'entreprises, nous n'en avons pas parlé. Qui vont augmenter sensiblement d'ici... Voilà, on va avoir plus 12, plus 13, entre 2019 et 2021, selon certaines agences spécialisées... Assurance Crédit, leur Hermès. Voilà, plus de 25% d'entreprises défaillantes. Donc ça veut dire on va basculer d'un coup de 25%. Et donc forcément, il y aura de la casse. Donc limitons la casse. Est-ce qu'il y a un levier fiscal? Est-ce qu'il y a une solution fiscale là qu'on peut actionner? Parce que de toute façon, la solution fiscale aujourd'hui, c'est d'abord de pouvoir atténuer réduire un certain nombre d'impôts, comme la cotisation minimale, si vous permettez. Pour moi, un impôt aberrant, il faut le revoir à la baisse, comme l'aménagement de la TVA, comme l'impôt sur le revenu, parce que si on veut maintenir des emplois, il faut qu'on aide les entreprises à maintenir ces emplois. Et pour le maintenir, on ne peut pas passer outre Est-ce qu'il faut baisser la pression fiscale qui pèse sur le travail, ou est-ce qu'il faut rééquilibrer la pression fiscale entre le capital et le travail, qui est un vrai sujet aussi, parce que chez nous, on a une courbe en fait, où le capital est largement moins fiscalisé que le travail. Vous m'inviterez pour faire un débat spécifique là-dessus. Parce que d'abord, on est en situation de crise. Je pense que le débat de dire est-ce qu'on va taxer le travail, est-ce qu'on va taxer le capital, ou rééquilibrer. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans, il faut qu'on fasse de l'ingénierie de circonstances. Alors je vais vous dire, on parle de l'ingénierie de circonstances. Deux circonstances. J'ai pris le Japon tout à l'heure, la banque centrale japonaise qui a décidé, pour aller plus vite, de prêter directement aux entreprises, en partie. Il y a Boris Johnson, vous savez, celui qui a été infecté par le Covid-19, qui a joué la carte de l'immunité collective, qui a pris une décision qui n'a pas été encore validée au Parlement britannique, mais de dire voilà, je vais augmenter
le prix de enfin, la fiscalité sur le capital, l'impôt sur les sociétés, pour financer en partie les pertes dues au confinement. Est-ce que ça, c'est des choses aussi qui peuvent... Voilà. Mais c'est ce que je disais tout à Parce l'heure. que là, l'ingéniosité, elle est un peu partout, j'ai l'impression qu'elle n'est pas chez nous. Augmenter un taux, oui, c'est bien, mais encore faut-il aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises sont en train de la recherche du bénéfice, qui va être... Donc l'assiette aujourd'hui, le problème c'est l'assiette fiscale. Nous avons une assiette fiscale qui s'est érodée. On a une assiette fiscale qui est en berne. Donc baisser ou augmenter le taux n'a aucun impact. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur trésorerie et justement aller dans ces niches, d'amène oxygène, d'amène relance, c'était fait pour ça. Exonérer les entreprises du paiement d'un certain nombre de taxes, comme la taxe professionnelle. Mais il y a un report d'échéance fiscale et bancaire. Taxes locales. Oui. Il faut qu'aujourd'hui qu'on exonère les entreprises de certain nombre de taxes locales qui pèsent sur ces entreprises, et tout ceci va pouvoir améliorer. Supprimer cette cotisation minimale, parce que vous imaginez qu'on va arrêter les bilans de l'année 2020 avec des entreprises qui sont déficitaires et qui doivent payer la cotisation minimale. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais en même temps, ils ont été exonérés de... En fait, en tout cas, il y a eu un report des échéances fiscales et bancaires. En même temps. Vous avez bien dit, c'est un report. Il n'y a pas eu d'exonération. Aujourd'hui, moi je dis qu'il faut être courageux, il faut pouvoir supprimer. Sachant que quand je parle de cette cotisation minimale, d'abord c'est un impôt qui est aberrant, qui a depuis des décennies, on n'arrête pas de venir avec beaucoup de fiscalité. Quand on parlait de demande, on parle donc demande, ménage, consommation, on est bien d'accord. Là, il y a une information, à mon avis, qui est stratégique importante qui vient de tomber, c'est que les échéances bancaires, les reports, en tout cas, ça sera fini à partir de fin septembre. À partir de début octobre, tous les ménages devront s'acquitter de leur engagement bancaire. Parce que voilà, ça, au niveau timing, reprise d'activité difficile. Mais ça ne fait qu'aggraver, ça ne va faire qu'aggraver, comme tout à l'heure j'ai dit, la demande est impactée, ça va faire qu'aggraver la demande, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le cumul de la baisse des revenus avec cet engagement de faire face à ces échéances qu'il faut c'est quoi la solution? Parce que Chakib Lalej, je n'en ai pas parlé de ça, ça me paraît quand même extrêmement important. Raisonnablement, nous devons différer, encore proroger la période de différer des remboursements des échéances des ménages. Jusqu'à quand? Je pense qu'il faut le faire au moins de 6 mois pour permettre... Le taux d'impayé bancaire est en train d'exploser. Est-ce que c'est le bon moment aussi pour dire aux banques? Je préfère le décider et le gérer que de le prendre en face et de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je préfère décider de dire je diffère de 6 mois comme on l'a fait, que de le prendre en face. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Alors, à ce sujet, je salue aussi l'annonce de la CGM qui a demandé hier à ce qu'on puisse permettre d'octroyer l'indemnité de perte d'emploi. 6 mois, j'ai vu ça. Alors 6 mois, parce que aujourd'hui... Mais il manque un truc essentiel. C'est intéressant pour Kader Boukhlis, il faut parler de ça. Je dis parce que je l'avais noté. J'ai dit, je vais poser cette question aussi à Kader Boukhlis. Mais qui doit payer? Qui paye? Non, aujourd'hui, l'IPE, je peux dire moi l'IPE, moi Rachid Aloui, qui des personnes. Il y a une autonomie de ce fonds, l'indemnité de perte d'emploi. Elle est gérée par la CNSS. Oui. C'est une cotisation qui est alimentée par la part patronale et la part salariale. Et donc, forcément, il y a un fonds. J'ai pas les derniers chiffres. Le financement n'est pas bouclé. Il y a des points d'ordre. Non, il a été bouclé. J'ai eu le privilège de faire partie de l'équipe de Madame Ibn Saleh que je salue, qui était présidente à l'époque. Ah, mais ça c'était l'époque qui avait jamais bien arraché. Et qui avait négocié. C'était quand? C'était avant le Covid, ça? Oui. Voilà, bien avant le Covid. Bien avant le Covid. Et donc, si vous voulez, je pense que cette annonce de la CGM hier est très importante parce qu'elle va mettre les autorités en face de leurs responsabilités. Et le patronat aussi. Non, le patronat, de toute façon, malheureusement, nous cotisons. Nous cotisons dans l'IPE, on a une part patronale, il y a une part salariale. Aujourd'hui, il faut que cet IPE soit aménagé parce qu'il est un peu plus rigide. Vous savez que les critères sont extrêmement rigides. Il faut avoir comptabilisé 780 jours de travail sur les 36 derniers mois, consécutifs, 260 jours sur la dernière année, et malheureusement, on vous octroie déjà 70% de votre salaire avec un plafonnement au niveau du SMIC. Mais c'est déjà bien, peut-être c'est pas suffisant, mais c'est déjà bien. La seule chose que nous demande la CGM, c'est qu'on puisse aller au-delà et de pouvoir permettre à cette IPE à beaucoup de salariés qui ont perdu leur emploi. Sur les plans de relance, il y a un truc qui m'a interpellé parce que je vais faire aussi un croisement avec le patronat et puis vous, votre champ de prédilection, le IGOV et la numérisation. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit grosso modo ce qui a été fait jusqu'à présent avec l'argent public, c'est essentiellement de recapitaliser les établissements et les entreprises publiques. On a eu l'exemple d'ailleurs, on a un exemple d'actualité qui est la Royal Air Maroc. Est-ce que vous, en tant qu'économiste fiscaliste, adepte du monde des affaires, vous trouvez que l'argent public a été bien utilisé? Pour commencer, sachant qu'on va s'endetter massivement,
qu'on aura des nouveaux impôts qui vont peser sur les nouvelles générations. Donc toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui impacteront pas que nous tout de suite, mais également nos enfants et voire nos petits-enfants, on est bien d'accord? Je recapitalise des entreprises comme la RAM, par exemple, aujourd'hui, avec l'argent public, pour financer les plans de départ volontaire, des plans de licenciement, sans revoir mon modèle économique. Non, et aller vers... Voilà, vous avez saisi je pense que c'est beaucoup d'interrogations de certaines personnes. Les interrogations sont légitimes. Ouais. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse dire que l'argent public est dilapidé. Maintenant, c'est la manière dont il a été ventilé. Voilà, pas la même chose. Voilà. Alors, la ventilation, elle a été faite. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a par rapport... Parallèlement à cette décision de pouvoir injecter et soutenir les entreprises publiques, il y a parallèlement une volonté et un projet de réorganisation du portefeuille de l'État. Donc ça veut dire qu'on s'oriente vers probablement une agence qui va être mise en place pour essayer d'analyser et de voir l'opportunité de ces participations de l'État, aussi bien à la RAM que d'autres établissements qui existent. Et donc forcément, moi je pense que ça va de pair. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une volonté de restructurer, réorganiser les entreprises publiques. Et malheureusement, il y a l'actualité qui oblige l'État, parce que c'est l'actionnaire de référence, c'est l'actionnaire principal, de pouvoir soutenir ces établissements. Donc je pense qu'on ne peut pas échapper. Mais est-ce qu'elles seront dotées? Parce que moi, j'ai pas vu de modèle économique se dessiner au niveau de la RAM. Je dis, en tant qu'entreprise publique, pour être beaucoup plus performant demain, parce que moi, j'ai fait un benchmark, parce qu'on a souvent parlé de la Turquie, vous vous rappelez, avec les accords de libre-échange avec BIM et autres, et j'ai vu que la Turquie, Turkish Airlines, qui est une compagnie aérienne où l'État turc est actionnaire, 0 licenciement et 0 argent public injecté dans la Turkish Airlines. Et nous, beaucoup d'argent public, on est à 6 milliards de dirhams, je crois divisé en deux entre les crédits, une partie supportée par la RAM et une partie supportée par l'État. Et alors qu'on a des compagnies aériennes qui ont été aussi impactées par le Covid, qui ne sont pas par terre et qui arrivent à s'en sortir, quoi. Donc voilà, est-ce que gouvernance, modèle économique aujourd'hui, nouveau modèle, il est nécessaire aussi, d'injecter de l'argent public pour mettre à niveau les finances, mais surtout pour avoir personnellement, je ne peux pas, Rachid, en tant que fiscaliste ou chef d'entreprise aussi et expert comptable, je ne peux pas imaginer que, compte tenu, vous avez évoqué le cas de la RAM, je ne peux pas imaginer un seul instant que la RAM, et les chiffres ont été annoncés, c'est une perte sèche de 65 milliards, donc je veux dire, c'est des choses qui sont terribles. Avec pas de visibilité. Voilà, pas de visibilité, donc je ne pense pas qu'on puisse avancer sans pouvoir avoir un semblant de plan de relance et une stratégie au moins à court terme en attendant d'avoir de la visibilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout l'argent public qui doit être ventilé aujourd'hui, qui doit découler de l'emprunt et de l'endettement massif que vous appelez de vos voeux, il doit être au service de la performance, de produire beaucoup plus, de l'innovation et du secteur privé. Voilà. Je pense que c'est là. Parce que la priorité est donnée a priori au secteur public aujourd'hui, pas forcément au secteur privé. Vous savez, chaque année, honnêtement, on a dans la loi de finances un montant conséquent sur les investissements ou disons les injections que l'État fait au niveau du secteur public, et c'est tout à fait normal. Ouais. Maintenant, dans cette situation de Covid, à mon sens et avec cette pandémie, je pense qu'aujourd'hui on va peut-être un peu accélérer et augmenter cette enveloppe. Mais ça ne veut pas dire qu'on va privilégier le public par rapport au privé. Il ne faut pas oublier Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se préparer. Il ne faut pas oublier que le secteur privé aujourd'hui, c'est le premier employeur. On peut pas nier. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout l'argent public qui a été dépensé aujourd'hui, ventilé, ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, c'est essentiellement l'État qui vient au secours des entreprises publiques. Oui, mais bien sûr. Pas au privé, rien au niveau du privé pour l'instant. Non, mais le privé, si, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les 20 milliards qui ont été injectés, des crédits qui ont été. Oui, les 22 milliards par le crédit d'amène relance, vous dites. Voilà, d'amène relance, ça va de pair. Et dans les 4000 entreprises qui ont bénéficié de d'amène relance, il y a probablement des entreprises publiques qui sont quand même sous forme de société anonyme et qui peuvent elles-mêmes lever de la dette bancaire. Donc il y a peut-être de la dette publique, mais il y a aussi de la dette bancaire. En tout cas, dans tout ça, personne ne parle malheureusement. Alors je sais bien parce que je sais que je peux en parler avec vous. C'est sur l'avenir. Parce que partout dans le monde, on dit qu'il y aura une reprise de toute façon d'activité à un niveau à celui qu'il était avant le Covid à partir de 2022-2023. Donc des métiers d'avenir, l'économie d'avenir, des industries d'avenir aussi, la numérisation, parce que tout passe aujourd'hui au niveau de la technologie. Est-ce que là-dessus, il y a effectivement de se dire, il y a la gestion du court terme, l'immédiateté, difficile, douloureuse, mais il faut pas quitter les yeux aussi qu'il faut se préparer à la reprise. Parce que ce qu'on n'a jamais été capable de faire, c'est de temporiser, de se protéger, de se préserver et de se préparer à ce qui va arriver demain. Parce que là, il y a aussi chez nos donneurs d'ordre, décideurs, on n'a pas forcément de visibilité à ce niveau-là.
Non, il n'y a peut-être pas de visibilité, mais il y a quand même beaucoup d'actions sur ce sujet, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré qu'il y a un essoufflement, tout à l'heure j'ai dit qu'il y a un essoufflement de l'élan de dématérialisation et de digitalisation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans le pipe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes acculés. On n'a plus le choix, Rachid. On n'a plus le choix pour dire est-ce qu'on y va, on n'y va pas sur cette digitalisation, dématérialisation. On n'a pas le choix. Robotisation. Voilà, robotisation. Donc tout ça, on va y aller. Donc certainement des nouveaux secteurs qui vont émerger, des secteurs de technologie qui vont émerger. Et heureusement, parce que dans cette crise, il y a des activités qui vont fermer, il y a des activités qui vont naître. D'autres qui vont se transformer. D'autres qui vont se transformer. Et donc je pense que c'est pour ça que moi je fais confiance à des opérateurs, parce que les opérateurs, c'est Rachid, ils sont là pour aussi essayer de... Mais il faut les accompagner aussi, les aider, ces opérateurs qui investissent dans l'innovation. Est-ce que dans les 120 milliards, il n'aurait pas été opportun aussi, peut-être que ça sera le cas dans les prochaines semaines, j'en sais rien, de garder aussi une espèce de quote-part, une partie aussi pour soutenir ces chefs d'entreprise qui sont plus ou moins mondialisés, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui le sont, donc ils se bataillent avec les Américains, avec les Anglais, avec les Chinois, et qui investissent dans l'innovation et la tech. Non, je crois que il ne faut pas oublier qu'avant Daman Relance, il y a eu aussi un certain nombre de programmes qui ont été mis en place et qui vont continuer. Il y avait Intellarta d'ailleurs qui a été suspendu, qu'il faut réactiver, faire réanimer. Il y a eu 2 ou 3 programmes qui ont été mis en place et qui, d'après les informations dont je dispose, sont toujours en cours. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on essaye d'accélérer, il faut qu'on essaye d'aller dans la mise en œuvre. Le virus a accéléré, tout le monde n'arrive pas à accélérer le reste. Oui, il faut qu'on aille vers la mise en œuvre. Ouais. Et je pense que c'est ça c'est-à-dire, si j'ai une frustration, c'est de ne pas voir une accélération des mises en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau du patronat, au niveau d'un certain nombre d'organisations professionnelles, tout le monde aujourd'hui veut une accélération de cette mise en œuvre. Tout le monde veut une accélération, mais dès qu'il y a une accélération d'un côté, il y a les lobbies qui s'élèvent en disant non, accélération oui, mais pas chez moi, allez voir l'autre côté. C'est un peu ça aussi. Ouais, ça fait partie du folklore. Ça bloque le folklore, parce que ça bloque la mécanique et la machine. Parce qu'on a une trajectoire, il faut qu'on respecte la trajectoire. Vous avez vu ce qu'a fait la déclaration de Chakib Ben Moussa c'était en juillet, il a fait une petite sortie. En disant que là, il fallait ouvrir aussi les secteurs d'activité à la concurrence, il fallait beaucoup plus de transparence. Et voilà, donc c'est peut-être le nouveau monde. C'est le nouveau modèle. C'est le nouveau modèle et le nouveau monde. Peut-être Maroc, en tout cas, Covid, post-Covid. C'est le nouveau modèle de développement. C'est pour ça que je dis, moi, je souhaite, avec tout, je dirais, avec insistance, parce qu'il y ait ce nouveau modèle qui soit mis en œuvre assez rapidement, malgré qu'on soit dans une pandémie, avec probablement des étapes, parce que je dirais, il n'y a pas de visibilité, donc forcément on ne peut pas déployer tout ce qu'on veut, et il faut qu'on ait ce que j'appelle moi de l'ingénierie à tous les niveaux, de l'ingénierie financière, de l'ingénierie fiscale, pour essayer d'accompagner les entreprises et sauver nos entreprises pour éviter les fermetures d'entreprises et les pertes d'emploi. Ça passera certainement aussi par un désengagement de l'État dans l'économie, c'est peut-être dans une certaine... Voilà. Pourquoi pas? Voilà, c'est des débats de recherche. Cette agence qui va réfléchir sur la restructuration, l'organisation des participations de l'État, probablement qu'elle sera amenée à se débarrasser d'un certain nombre de participations et de laisser le secteur privé faire son travail. Faire son travail s'il le fait bien et qu'il paye ses impôts en même temps. Voilà. Oui, de toute façon, l'entreprise citoyenne. De toute façon, je pense que cette notion de citoyenneté fiscale, quelque part, elle nous a imposé, et je pense qu'il y a une prise de conscience. Sincèrement, je pense qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, autour de moi, je sais qu'il y a une prise de conscience de la part de beaucoup d'opérateurs, et il faut que l'État... Mais parce que vous êtes quelqu'un de bien, donc vous êtes entouré de gens bien, c'est ce qu'on dit. Qui se ressemblent, ça semble, c'est peut-être pour ça, non? Quand on regarde le fichier listing CNSS, on se dit, il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas forcément très citoyennes. Les brebis galeuses existent dans tous les pays, dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que le Maroc n'échappera pas à cette règle. Maintenant, espérons qu'on ait plus de prise de conscience au niveau collectif pour qu'on puisse dépasser assez rapidement cette pandémie et s'occuper de notre business. De notre business, justement, parce que donc, vous l'avez dit, vivre avec le virus. J'ai eu un débat hier avec la représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Madame Bigdeli, qui disait vivre. Donc je l'ai interpellé sur vivre avec le virus. Ok, vous l'avez dit d'ailleurs, vous aussi, mais avec donc aussi les incertitudes. On va rester encore dans une séquence où il y aura beaucoup d'incertitudes. Nous devons remodeler notre manière de vivre au quotidien. Nous devons revoir nos process au niveau de nos entreprises. Nous avons vécu quand même 3 mois en télétravail. Le monde ne s'est pas arrêté, on a continué. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui qu'on essaye de réfléchir pour aménager notre manière de vivre
et essayer de laisser passer cette vague aujourd'hui C'est-à-dire qu'il faut être bienveillant à l'égard du virus, respecter les mesures barrières, mais ne pas avoir peur. Maintenir les Est-ce qu'il ne mesures faut pas avoir peur barrières. du virus? Parce que moi je me dis, j'ai vu 2 stars du football, j'adore le sport et le foot en particulier, je ne sais pas si c'est Moi votre cas. aussi, Voilà. j'adore le Vous avez football. vu On Neymar. n'a pas les mêmes équipes, mais on a Moi, je ne partage pas les mêmes équipes. des gens connus, je ne sais pas, peut-être Real, Barcelone, je ne sais pas. En tout cas, Neymar et Mbappé qui ont été infectés Covid. Exact. Voilà, par le virus. Et la seule préoccupation de l'opinion publique, en tout cas dans l'Hexagone, c'est de se dire, ils vont manquer le derby contre Marseille. Eh ben Il n'y a oui, pas eu parce d'affolement que- général. parce Nous, que- il y a un Covid plus, Mais parce que les 2 gens, Covid plus, 3 les Covid gens plus, c'est ont la panique. soif, les gens ont soif, c'est Rachid, pour voir des spectacles. Les gens ont soif de voir des choses se passer. Parce que Soif de vie et de vivre, On hein. a soif de voir des bonnes choses se passer parce que le football fait partie, est-ce que fait c'est partie notre- de notre vie. est-ce que c'est notre on, a, ami? on a soif d'aller au ciné, on a soif d'aller assister D'aller au à théâtre, des des spectacles, festivals. d'aller au cinéma aussi. Voilà, on n'a pas parlé, on a parlé de beaucoup de secteurs et le secteur, l'industrie culturelle aujourd'hui au Maroc qui est en panne et je pense que il nous appartient de pouvoir de relancer cette machine au niveau culturel parce que c'est grâce à la culture qu'on va pouvoir essayer un peu d'oublier nos misères au niveau économique et nos misères au niveau social. La culture est un vecteur qui va nous permettre de nous épanouir. Et sur ce sujet-là, je salue mon ami Naïla Tsazi, la présidente de la Fédération de l'industrie, parce qu'elle fait un travail colossal. Et je pense qu'on a besoin de... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marocains et Marocains qui s'interrogent en disant pourquoi dans tel ou tel pays ils ont réouvert les cinémas, ils ont les salles de cinéma, les spectacles. J'ai vu qu'en Inde, l'Inde qui est beaucoup plus touchée que nous par le Covid, le Taj Mahal, qui est le site touristique de référence, va réouvrir, je crois, le 20 ou le 21 septembre. Et puis nous, on reste confinés, on a peur. On a peur de tout, c'est ouverture. Vous avez le nouvellement c'est Pourquoi est-ce que là, quelque part, on a une Covid-psychose en fait qui nous tue économiquement et qui nous tue culturellement? Non, mais c'est pour ça que je répète, je suis désolé de dire que les décisions, on les respecte maintenant. C'est le mode, c'est la mise en œuvre de ces décisions qui pose problème et qui ne se fait pas dans la concertation pour qu'on puisse déployer un peu ces décisions sans qu'elles aient un effet, je dirais, inverse. Parce que des fois, les décisions qui sont prises à la dernière minute et sans concertation, elles ont plus un effet inverse que l'effet recherché. Et donc, c'est pour ça que je continue et j'insiste pour dire mettons en place des décisions concertées et communiquant pour permettre à tout le monde, aux citoyens, à l'entreprise, aux associations. C'est le dernier minute du débat. Est-ce que vous considérez aussi que quelque part, malgré le fait qu'il y a croissance des cas Covid, on l'a dit au début du débat, qu'il y a une croissance aussi des décès quotidiennement, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop vis-à-vis du Covid, ou est-ce que non, on en fait suffisamment? C'est-à-dire dans le schéma de psychose, un petit peu de Covid-psychose. Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? Sincèrement, je pense qu'on ne fait pas. Sincèrement, je réponds à titre personnel et je pense qu'on n'en fait pas assez. On ne fait pas beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous avez une pandémie qui affecte beaucoup de foyers où il y a eu des décès et je pense que c'est pas quelque chose de très agréable et je crois que aujourd'hui ce qui nous interpelle c'est le nombre de décès il y a le nombre de contaminés mais c'est le nombre de décès et là c'est malheureux pour ces familles qui ont perdu des proches, des parents, des frères et sœurs, des tantes. Donc je crois que et c'est ça qui fait que nous sommes peut-être aussi interpellés des fois et ça nous fait des fois peut-être basculer dans un peu de l'exagération dans nos gestes barrières, dans nos manières de vivre au quotidien parce que nous avons, vous savez, on a vécu pendant 6 mois au bout de 6 mois on a eu 200 morts. Aujourd'hui nous sommes à un train de 33 morts jour. 40 morts jour, alors que pendant 6 mois on était à 200 morts, on se disait ouais bon ça va, ça se passe bien. Mais aujourd'hui je pense que beaucoup de foyers sont affectés par des décès. Les taux se et donc forcément votre impression de dire est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer, je pense est-ce qu'on exagère pas trop, je pense qu'il est légitime de la part d'un citoyen, et il est légitime de la part d'un gouvernement. Maintenant, juste il faut qu'on ait une concertation et un dosage dans les décisions. Entre santé et économie. Bien sûr, il y a un dosage. On ne peut pas sacrifier une économie pour le sanitaire à 100%. Je pense qu'il y a un dosage à faire. C'est malheureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de perdre des proches, mais à un moment donné, il faut qu'on ait un dosage sur les décisions qui sont prises. En tout cas, si on arrive à trouver, effectivement, il va falloir trouver un chimiste ou un biologiste, j'en sais rien, qui arrive à trouver le bon dosage entre santé et économie. C'est ce qui nous permettra de toute façon de retrouver le chemin. Oui. La clé, c'est la bonne gouvernance. Ouais. Voilà, c'est ça la clé. Si on trouve un bon chimiste, on n'a pas besoin de chimiste, on a besoin d'une alchimie.
On a besoin d'une alchimie entre les deux. voilà, qui permet d'agréger les deux et une bonne gouvernance au milieu. C'est ce qui nous permettrait de dépasser un peu tout ça. Mais si on est un bon chimiste, on maximise les chances de trouver de la bonne alchimie, non? Excellent. Merci. Merci en tout cas. Oui. Merci. Un mot. Non, merci. Merci en tout cas à vous. Je le redis, je suis content. Bah, Je merci suis pour content d'avoir fait ce l'invitation. débat de rentrée Info en face économie, business avec Abdelkader Bourris. Merci, c'est Rachid, et au plaisir. Bonne continuation. Donc peut-être on refera le match, comme on dit. On refera le match, Parce si que je vous me dis, un plan de relance, les 120 milliards, la ventilation, tout ce qui va se Je pense que les sujets, préparer. Voilà. c'est pas des sujets qui vont manquer pour Ni. l'avenir. On a beaucoup de sujets et je souhaite qu'on dépasse un peu tout ça assez rapidement et que la pandémie soit au moins maîtrisée pour Et que chacun aussi n'oublie pas on peut sourire même en portant le masque avec Bien le Covid. sûr, Là, bien c'est sûr. le vivre avec, c'est aussi le vivre avec le Oh. sourire et le Covid. le Covid. Merci en tout cas infiniment. Merci à toi. Merci à Abdelkader Bourris. Donc je rappelle, président de la commission IGOV à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, expert comptable, commissaire aux comptes, et parce que vous avez plusieurs casquettes, c'est le vrai sportif, hein, et membre de l'Alliance des économistes. Ouais, marathonien. Marathonien. Vous avez vu d'ailleurs, le Covid est devenu marathonien. Sprinter. Avant il était marathonien. Marathonien, Les 6 là, premiers là, mois. c'est Et puis là ça sprint. Merci en tout cas. Merci, merci. Et à très bientôt.